Le débat de ce Smart Impact, on parle financement participatif avec Julien Ostage, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur d'Enerfip et Augustin Clément, bonjour. Bonjour. Cofondateur d'Orion Énergie. On va parler de ce baromètre du financement participatif de la transition énergétique dans un instant. Alors, on va voir quelles régions sont les plus dynamiques. Mais d'abord, Enerfip, présentez-nous l'entreprise en quelques mots. Eh bien, Enerfip, on est une plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique. Et le principe est tout simple, c'est de permettre à tout le monde, sans distinction, d'investir un peu de son épargne directement dans des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. À partir de 10 €, vous mettez la somme de votre choix et vous bénéficiez de taux d'intérêt qui vont de 7 à 10% par an brut, sur des maturités de 1 an à 5 ans. Orion Énergie, Augustin Clément, pareil, exercice de présentation. Oui, merci beaucoup. Donc Orion Énergie, on est un développeur solaire photovoltaïque en France depuis maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on développe, qu'on construit des centrales solaires photovoltaïques en France. Et donc notre métier, c'est de produire des électrons verts. Ok, avec des centrales, c'est des grandes superficies. On parle de quel type de... Alors, Orion Énergie est un expert, on va dire, du solaire territorial. Donc, d'un côté, vous avez les grands acteurs que sont Total, Engie, par exemple, et après, le marché du résidentiel, qui sont les petites installations de quelques kilowatts pour tout le résidentiel. Et à côté de ça, vous avez le segment du solaire territorial, qui sont une trentaine d'acteurs comme Orion Énergie, qui viennent en fait installer pour les agriculteurs, les collectivités, nos entreprises, des panneaux solaires, soit en toiture, soit des petits projets au sol. D'accord. Pourquoi ce baromètre quel était votre objectif en publiant ce baromètre? L'intérêt de ce baromètre, en fait, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Il se produit un baromètre annuel qui est national, chaque année, qui donne déjà des premières informations, puisque le financement participatif est en forte croissance en France. Et Enerfip, on existe depuis 10 ans maintenant, et on a plus de 53 000 investisseurs, on a collecté plus de 580 millions d'euros, et donc on s'est simplement dit qu'on commence à avoir un retour d'expérience, on commence à avoir des données significatives, et donc descendre ce baromètre à un échelon plus territorial, régional notamment, c'était intéressant. L'idée étant de montrer aux Françaises et aux Français que c'est une dynamique très puissante et que sur leur territoire, près de chez eux, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur. Donc voilà. Donc vous avez comparé les différents territoires, oui. C'était ça l'idée? Exactement, comparer les différents territoires, montrer aussi leur potentiel et montrer aussi que, même si je sais qu'on a des auditeurs qui sont parisiens, mais tout ne se passe pas à Paris, au contraire, il se passe énormément de choses. On a des téléspectateurs partout en France, ne vous inquiétez pas. Bon, ça va. Et en tout cas, c'est montrer que sur les territoires, il y a une très très forte dynamique, y compris dans ce domaine du financement et de l'investissement dans les énergies renouvelables. Mais est-ce que le financement participatif fléché vers des projets d'énergie renouvelable, est-ce qu'il se porte mieux que le crowdfunding en général? Alors oui, il faut, on peut le dire, et c'est aussi notre chance d'être dans ce secteur. C'est vraiment dans ce qui se fait, grosso modo, les trois piliers du financement participatif que sont l'immobilier, les PME et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui fait qu'on est très avantagé, puisque c'est très porteur, les énergies renouvelables sont en plein développement, et Augustin pourra en parler. Donc ils ont besoin, les porteurs de projets, de beaucoup de financement, et donc voilà, c'est très porteur pour notre secteur. Et c'est vrai que voilà, nos confrères des autres secteurs, eux, immobilier, PME, sont un peu en souffrance sur cette année 2024. Donc voilà, ça montre aussi, ce baromètre, qu'il y a cette tendance des ENR qui est de plus en plus puissante. Est-ce que vos projets sont en partie bouclés avec du financement participatif ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question. En fait, ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est que le solaire, c'est une nouvelle industrie. Quand on a démarré, j'ai monté cette société avec mon frère Adrien, il y avait très peu de projets et donc très peu de solutions de financement. Il y a une super boîte qui s'est créée, en l'occurrence Enerfip, mais c'est aujourd'hui le leader, qui a eu l'idée de proposer une solution immédiatement pour venir financer directement, sans intermédiation, donc des projets solaires photovoltaïques. C'est-à-dire que les gens qui investissent dans les solutions proposées par Enerfip vont directement en fait investir dans les projets et touchent des rendements bien supérieurs. On va dire souvent, l'exemple qu'on donne, c'est le livret A. Concrètement, des acteurs comme nous, on n'aurait pas pu connaître un tel développement sans cette impulsion. Donc en fait, pour parler Bismart d'économie et de finance, le crowdfunding permet en fait d'accélérer. C'est un accélérateur, on va dire, de financement de projets solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, la transition énergétique en 15 ans, en France, on est passé de 0 à plus de 20 gigawatts. Habituellement, on faisait 1 gigawatt. Alors, ça ne parle pas beaucoup, c'est 1 milliard d'euros d'investissement par an. On est passé à 4 milliards depuis 3 ans. À l'échelle mondiale,
c'est 1000 milliards d'investissements le solaire a gagné, quand le nucléaire, par exemple, c'est 10 milliards. Donc pour revenir à nos sujets, évidemment, il faut du carburant. Le carburant, c'est du financement. Et ce qu'on aime bien avec des solutions de crowdfunding, c'est tout à chacun dans nos territoires. Parce que nous sommes un acteur, encore une fois, du territoire, small is beautiful, des petits projets. On vient proposer à des agriculteurs soit le maintien d'une exploitation agricole, soit la création d'une stabilisation pour notamment le monde de l'élevage. Et ces solutions permettent d'avoir, un rendement garanti, parce qu'on vend l'électricité à un prix convenu avec l'État à l'avance ou sur les marchés financiers, qui vient rapporter, donc Julien, 5, 6, 7, 8% selon les cas, avec une maturité connue de l'ordre de 5%. Donc en fait, cette organisation, en fait, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, nous, acteurs de la transition énergétique, on a des financements qui permettent en fait de créer un effet de levier et après d'être accompagnés par des grands acteurs bancaires comme nous, notre partenaire, ce sont les caisses d'épargne, par exemple, qui viennent financer sur le long terme. On est sur quand même des maturités de 23 ans. Donc c'est quand même très long et qui permet en fait de développer cette année, nous c'est plus de 300 centrales juste sur des bâtiments qu'on vient créer et notamment grâce au soutien d'Enerphy. Avec une autre dimension que je trouve très intéressante, je vais poser la même question à tous les deux, qui est la question de l'acceptabilité, parce qu'il y a souvent autour des projets d'énergie renouvelable, peut-être plus d'ailleurs autour des éoliennes que du solaire, vous me le direz, mais des questions d'acceptabilité. Il y a souvent des riverains qui disent « non, on n'en veut pas près de chez nous ». Donc le fait de les inciter finalement financièrement à participer et à en profiter, ce qui est très bien, ça accélère l'acceptabilité. Oui, en fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que le vent, le soleil et l'eau sont des biens communs. Donc après tout, c'est assez logique que lorsqu'on vient exploiter ces ressources, ça bénéficie à tout le monde, et notamment aux gens du territoire concerné. Mais surtout, le financement participatif a cet immense mérite de rééquilibrer les débats. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui s'opposent à ces projets, et ils en ont parfaitement le droit. L'idée n'est pas de jeter l'anathème sur eux. Mais par contre, l'intérêt du participatif, c'est qu'il met en exergue toutes celles et ceux qui soutiennent ces projets, toutes celles et ceux qui sont en faveur de l'émergence de cette transition énergétique sur les territoires. Et donc, voilà, c'est aussi l'intérêt du financement participatif, c'est que l'acceptabilité, il y en a sur tous les territoires, pour tous les sujets, y compris pour l'éolien. Et donc, c'est une sorte de caisse de résonance où on vient fédérer ceux qui sont pour, parce qu'on va rarement militer dans la rue quand on est favorable à quelque chose. Est-ce que c'est pour vous une façon d'embarquer les riverains avec vous? Alors, aujourd'hui, nous, on n'a jamais eu, en 15 ans, de problème d'acceptabilité sur les Parce que c'est le solaire, d'abord. Les projets solaires. Parce qu'en fait, le solaire parle à tout le monde. Tout le monde peut s'équiper aussi bien sur des petits outils solaires. Ça peut être une horloge solaire qui donne la météo tous les jours. Ça peut être une montre solaire. Mais aussi, demain, on le sait bien, c'est qu'on va plus ou moins intégrer des capteurs solaires dans beaucoup d'énergie et beaucoup de filières. Donc nous, le solaire photovoltaïque, comment ça marche? On met des panneaux sur une maison, ça produit l'électricité. Aujourd'hui, toutes les maisons peuvent être équipées très simplement de panneaux solaires. Nous, notre métier, c'est le segment territorial, donc pour les collectivités, pour le monde rural, c'est-à-dire le monde agricole, les éleveurs et aussi les ETI. Concrètement, vous le savez, le vrai enjeu, l'acceptabilité, c'est le prix. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années avec la guerre en Ukraine? On a une explosion du prix, comme vous savez, de l'électricité. Une des réponses à ça, c'est le solaire, et demain, couplé avec le stockage. Donc, en termes d'acceptabilité, aujourd'hui, les gens veulent du solaire parce que c'est propre, c'est green, c'est très facile à déployer. C'est-à-dire que chacun peut avoir un kit de panneaux et l'installer chez lui, après, à plus ou moins grande dimension. Et autrement, aussi, le point qui est important, c'est qu'en termes d'acceptabilité, c'est financièrement, c'est moins cher que ce qu'ils pourraient payer ailleurs. Vous avez proposé un classement des régions, alors on va le faire, ce classement. Quel est le podium? Le podium, il est un peu inattendu, puisqu'on pouvait s'attendre à ce que la région Île-de-France soit en tête, ne serait-ce que du fait du nombre d'habitants qu'elle compte. Mais c'est l'Occitanie, figurez-vous, qui arrive... Vous êtes un peu jugé parti, parce que vous êtes basé où déjà? On est basé à Montpellier, effectivement. Peut-être qu'on a été incliné à trafiquer les chiffres. Non, pas du tout. Non, vraiment, Occitanie en 1. Occitanie en 1. Après, il faut aussi le dire, l'Occitanie, c'est une des plus grandes régions françaises en termes de territoire. Ça va de Toulouse à Montpellier, donc c'est quand même extrêmement grand. Et il y a beaucoup de projets qui émergent dans cette région, donc ceci explique aussi cela. Donc ensuite, on a en numéro 2 la région Île-de-France et en numéro 3 la région Rhône-Alpes-Auvergne qui termine le podium. C'est quoi? C'est du volontarisme politique?
C'est-à-dire qu'on parle de région, donc il faut à la tête de la région un homme ou une femme qui décide de favoriser le développement des énergies renouvelables. Alors oui, je pense qu'on peut faire une corrélation parce que typiquement, Carole Delga, qui a lancé l'objectif d'être la première région à énergie positive en Europe à l'horizon 2050, pour ce qui est de l'Occitanie, on voit bien qu'il y a quand même cette énorme volonté et il se passe beaucoup de choses sur ce territoire, il faut le reconnaître. Donc sans doute que ça a aussi effectivement un lien direct qui explique le fait que la région Occitanie soit la plus dynamique, nous concernant sur l'investissement, le financement de la transition énergétique. En vous écoutant parler, je me souviens de ce chiffre, je crois qu'il y a 6 000 milliards d'épargne des Français potentiellement utilisables. Oui. Quand on parle de financement de la transformation environnementale et sociétale, vous êtes une forme de démonstration que c'est possible. Mais c'est ça, et c'est même majeur ce chiffre-là. Je pense qu'il faut que tout le monde l'apprenne et le connaisse. 6 000 milliards d'euros, c'est le stock d'épargne dont on dispose, c'est pas notre patrimoine, c'est l'épargne. Et donc ça montre quoi? Qu'on a très largement les moyens de notre transition énergétique. Très largement. Les Français mettent entre 80 et 100 milliards d'euros de côté chaque année. Vous voyez, donc quand on regarde le rapport Pisani-Ferry-Mafouze qui nous dit qu'on va devoir investir 80 milliards d'euros en plus chaque année, mais on peut très concrètement le faire. Bien sûr, donc, c'est faisable. Comment inciter les Français à finalement flécher leur argent? Déjà, en nous faisant connaître auprès d'eux. Ça d'accord, il y a Enerfip, mais... Non, mais toutes les conditions sont réunies, mais ce qui est très important, comme vous le dites, c'est qu'il faut une impulsion. Et l'impulsion, c'est évidemment l'État. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer le renouvelable avec le nucléaire. On a la chance d'avoir le nucléaire. Le nucléaire, c'est un système de base. Sans rentrer dans la technique, on ne peut pas piloter du nucléaire comme on pilote par exemple du solaire. Le solaire, on peut à tout moment le couper ou le faire fonctionner. C'est-à-dire que dans une journée, comme vous le savez, entre 7h et 11h du matin, il y a un pic de consommation, après ça descend et ça revient. Donc concrètement, pour accompagner ce développement et donc mobiliser l'épargne des Français, il faut un cadre politique lisible et qui donne des objectifs clairs. Et ce qui est vrai, c'est que depuis 15 ans, on connaît des changements et une volatilité politique avec beaucoup de délais pour sortir, on va dire, le cadre réglementaire qui permet, en fait, le développement de nos projets, on va dire, ENR. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'une forte volonté politique nous permettrait de favoriser cette croissance verte et de mobiliser donc l'épargne des Français avec la possibilité d'avoir un rendement garanti dans le temps et en finançant la transition énergétique. Et une incitation fiscale, évidemment, qui serait idéale. Évidemment, ça aiderait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à notre rubrique Startup.